S'il y a une reine à connaître dans l'histoire des grands souverains africains, c'est bien cette reine, une des plus grandes d'Afrique. Redoutable guerrière, incroyable souveraine dont les stratégies diplomatiques et militaires furent modernes pour son temps. Voici son histoire. Les explorations maritimes lancées depuis le XVe siècle par les Européens pour conquérir de nouveaux territoires à travers le monde ont conduit les Portugais jusqu'à cette région de l'Afrique située dans l'Angola d'aujourd'hui. Ils vont connaître une farouche résistance d'une reine, la reine Njinga du Ndongo et du Matamba. Pour comprendre le courage et l'impact de Njinga, il faut restituer le contexte historique du royaume des Ndongo. Nous sommes au XVIe siècle. En 1560, l'explorateur portugais Paulo Dias de Novaes, envoyé par la couronne portugaise, arrive sur les côtes du Ndongo, près de l'embouchure de la rivière Kwanza, sous couvert d'une mission évangélique et commerciale. Le royaume du Ndongo est sous le règne d'un roi, encore appelé Ngola, le Ngola Kilwanji Kiandambi, le grand-père de la future reine Njinga. À cette époque, le royaume Ndongo est prospère, même s'il n'est pas toujours en paix avec le peuple voisin. À leur arrivée à Kabasa, capitale du Ndongo, les visiteurs sont conduits devant Ngola Kilwanji Kiandambi. Les Portugais prétendent vouloir commercer avec le royaume du Ngola et pour montrer leur bonne foi, offrent des cadeaux prétendus venir du roi du Portugal. Cependant, les cadeaux de la couronne ne suffisent pas à tromper le roi qui se montre froid et méfiant, mais les autorise à rester sur la côte à condition de respecter son autorité. Pendant les années de séjour sur les rives du Ndongo, les Portugais découvrent une administration très bien organisée, une société hiérarchisée, ainsi que des multiples talents des habitants du Ndongo dans des domaines tels que le commerce, la métallurgie, l'élevage et l'agriculture, dont l'économie solidaire agricole était l'une des plus perfectionnées du pays Congo. Après 5 ans d'années d'études de la société du royaume Ndongo, les Portugais décident de retourner au Portugal et promettent de revenir voir le roi et même de l'aider à combattre les ennemis du Ndongo. Dix ans plus tard, en 1575, Paulo Dias de Novaes revient au Ndongo à la tête d'une flotte de caravelles pleine de soldats. Sa mission n'est cependant pas d'aider le roi du Ndongo, mais de prendre possession de cette terre par la force au nom du roi du Portugal. Les habitants du Ndongo sont pris par surprise. En un éclair, les Portugais s'emparent de la façade maritime du Ndongo qu'ils nomment Angola. Ils fondent la même année, en 1575, la cité portuaire de São Paulo da Assunção de Luanda, qui deviendra Luanda, la capitale actuelle de l'Angola. L'invasion continue. Les frontières du Ndongo se réduisent vers l'est, tandis que les migrants portugais, en grand nombre, débarquent à Luanda. Missionnaires, paysans, marchands et autres aventuriers héritent des terres arrachées aux Africains. Les Portugais décident de développer massivement le commerce d'esclaves pour alimenter en main-d'œuvre la nouvelle colonie du Brésil. Ils veulent faire de Luanda l'un des ports négriers les plus importants du continent. Leur objectif est donc de contrôler la rivière Kwanza et de pénétrer profondément dans les terres du Ndongo afin d'alimenter Luanda en esclaves. C'est durant cette période sombre que naît Njinga en 1582, d'une manière particulière avec le cordon ombilical enroulé autour du cou. Selon la coutume, les enfants qui naissent de cette manière avaient un destin tout particulier, ce qui fait dire à la grande prêtresse qu'elle deviendra une grande reine. À mesure qu'elle grandit, elle est témoin de la résistance de son père, Banjingola Kilwanji, et des violentes transformations qu'imposent les Portugais à toute la région. Elle est la seconde d'une fratrie de 4,
3 filles et un garçon. Très tôt, le père de Njinga devine chez sa fille ce tempérament de feu et cette fière intelligence qui font l'étoffe des héros. Elle l'épaule maintes fois pour affronter les conquistadors portugais et les royaumes rivaux de la région. Njinga reçoit une éducation de qualité et apprend à écrire grâce aux missionnaires et aux commerçants portugais de passage. Toutefois, elle n'acceptera jamais que son royaume soit soumis à une puissance étrangère. En 1617, son père, Banjingola Kilwanji, roi du Ndongo, meurt. Contre toute attente, son fils Ngolambanji prend le pouvoir et devient le nouveau roi. Il n'a cependant ni le charisme de son père, ni l'intelligence de sa petite sœur Njinga, alors âgée de 34 ans, qu'il déteste et jalouse. Craignant les complots dans son entourage, Ngolambanji fait assassiner le fils unique de sa sœur Njinga, seulement âgé de quelques années. Il la fait stériliser, elle et ses 2 autres sœurs, et les oblige à quitter la cour pour un autre territoire. Njinga en est profondément meurtri. Ngolambanji reprend la lutte contre les Portugais, mais ne parvient pas à repousser les attaques ennemies. Ces derniers, voulant affaiblir à tout prix le royaume du Ndongo, s'allient au redoutable Bangala, un groupe de guerriers nomades sans pitié qui pillent les villages et vident les pays de ses habitants. Njinga s'inquiète de la situation. Elle s'informe grâce à ses espions. Les Portugais ont installé une garnison tout près de Cabaza. Les tactiques de son frère échouent les unes après les autres. Les morts et les blessés sont nombreux. En quelques années, Luanda est devenu l'un des plus gros centres de déportation d'esclaves du continent africain. Des colonnes d'esclaves sont vendues et embarquées sur les négriers. Ceux qui ne sont pas embarqués restent dans la ville pour servir. Ils sont forcés à la conversion et créent une forte population de mulâtres. Njinga est touché et cette détermination à bouter les Portugais hors de son pays ne cesse de s'accroître. Ngolambanji, devant ses échecs, finit par accepter les conseils des anciens et charge sa sœur Njinga d'aller à Luanda comme ambassadrice négocier la paix avec Don Juan Correia de Souza, vice-roi du Portugal. Elle parle leur langue et elle est assez intelligente. D'autre part, si jamais les Portugais préparaient un mauvais coup, il en sera épargné. Le moment de la négociation est venu. Mais quelle stupéfaction lorsque Njinga arrive au palais, dans la salle de réception, un tapis est disposé devant elle pour qu'elle puisse s'y asseoir, tandis que le vice-roi est assis dans un large fauteuil. D'un simple regard, Njinga fait signe à sa suivante. Cette dernière s'accroupit devant elle et lui présente son dos pour qu'elle s'y asseye. Par ce coup d'éclat, Njinga montre au vice-roi qu'elle n'est pas venue faire acte d'allégeance, mais traiter d'égal à égal. Njinga est parvenu à un double accord, le recul des troupes portugaises hors du Ndongo et le respect de sa souveraineté, refusant de faire payer à son peuple un tribut colonial aux Portugais. En échange, elle sert de l'ouverture des voies commerciales. À l'invitation du vice-roi, elle prolonge son séjour à Luanda et est introduite dans la haute société coloniale. Après quelques mois, elle accepte même de se faire baptiser sous le nom de Dona Ana de Souza, espérant ainsi favoriser les relations diplomatiques entre le Ndongo et le Portugal. Elle a alors 40 ans. Plus tard, elle retournera à ses croyances en rejetant nom et religion portugaise. Malgré une correspondance régulière entre Njinga et le vice-roi du Portugal, la paix est de courte durée. Le vice-roi est remplacé par un gouverneur qui méprise les engagements pris par son prédécesseur. En 1624, acculé par les Portugais et les redoutables Bangala, le frère de Njinga, Ngolambanji, va en retraite sur une île de la rivière Kwanza. Il y perd mystérieusement la vie. Njinga prend alors le pouvoir du Ndongo et devient Ngola Mbanji Njinga Banji Kiangola. Elle a alors 43 ans. Dès son accession au trône, elle va renouer avec ses traditions, rejetant son baptême et son nom. Elle va imposer son autorité aux chefs locaux et conquérir le royaume voisin du Matamba, prenant dès lors à bras le corps la défense de ces deux royaumes, du Ndongo et du Matamba.
Pendant 4 décennies de règne, la reine du Ndongo et du Matamba s'opposera avec vigueur aux projets coloniaux portugais, tissant des alliances stratégiques, entretenant une habile correspondance diplomatique et dirigeant elle-même les opérations militaires. D'ailleurs, sa réputation de guerrière intrépide lui a valu d'être désignée comme celle dont la flèche ne rate jamais sa cible. Il va en effet diriger en personne son armée, même jusqu'à ses 60 ans, remportant plusieurs batailles contre les conquistadors portugais, comme celle de 1644, l'une des plus sanglantes. Le royaume du Ndongo et du Matamba deviendra également le refuge pour esclaves en fuite. Successivement, les gouverneurs portugais sont confrontés à cette grande reine qui ne cesse de freiner leurs projets. Le dernier arrivé, Salvador Correia, comprend qu'il ne peut rien contre cette souveraine de plus de 70 ans à la renommée exceptionnelle. Un ultime traité dans lequel la couronne portugaise renonce à ses prétentions sur le Ndongo et le Matamba est ratifié le 24 novembre 1657 à Lisbonne par le roi Pedro VI. Reine Jinga s'est imposée tout au long de sa vie comme une souveraine exceptionnelle du Ndongo et du Matamba. Son intelligence, sa sagacité politique et diplomatique, son sens de la tactique militaire font d'elle une figure féminine exceptionnelle et historique incontournable. Elle est considérée à juste titre comme la mère de la nation angolaise car elle a été une résistance farouche aux projets coloniaux et esclavagistes dans la région. En Afrique, précisément en Angola, au Brésil, elle est aujourd'hui la figure historique. Lorsqu'elle meurt le 17 décembre 1663 à l'âge de 82 ans, elle avait fait de son royaume une société prospère et paisible, respectée et crainte par ses voisins et par l'envahisseur portugais.